Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour, alors je suis auteur un petit peu de BD, un petit peu de roman, alors plus de BD que du roman. Ça fait une quinzaine d'années que je fais de la BD à peu près. Bonjour Fab Caro. Et bonjour. Et merci d'être à notre micro à l'occasion de la grande exposition que te consacre le musée de la bande dessinée d'Angoulême. Et en ouverture de cette exposition, le musée a commandé des planches à Gilles Rochier pour qu'il raconte qui tu es finalement, d'où tu viens. Gilles Rochier, c'est un de tes potes dans le milieu. Ces planches, elles montrent que finalement, tu es quelqu'un qui reste assez discret. Ah oui, plutôt. Oui, moi je suis par nature assez discret, et à tel point que la surexposition, c'est pas non plus la vie de star du rock, mais cette espèce d'exposition comme ça correspond moins à ma nature. C'est un petit peu... Mais ouais, par nature, je suis plutôt discret, oui. Elle correspond moins à ta nature, mais elle te permet aujourd'hui de faire ce que tu veux, finalement. Oui, c'est ça le luxe, c'est que j'essaie de voir le bon côté, c'est-à-dire que après toutes les années de galères et de projets refusés, cette espèce de petite notoriété fait que, voilà, mon grand luxe à moi, c'est que je peux faire des livres, ça c'est bien. Des livres, est-ce que tu veux, des romans, un roman photo, on aura l'occasion d'en reparler, qui s'appelle Guacamole Vaudou. Enfin, c'est-à-dire que tant qu'il y a marqué Fab Caro sur la couverture, l'éditeur y fonce. Alors je sais pas s'ils fonceraient sur tout et n'importe quoi, mais en tout cas, oui, jusqu'à maintenant, quel que soit le projet que je propose, même les plus atypiques, ça passe, donc je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Et quelque chose qui résume assez bien d'ailleurs cette discrétion, c'est le fait que tu n'aies pas d'atelier en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image d'artistes qui bossent dans leur atelier avec une grande verrière et vue sur les toits de la ville. Toi, tu bosses sur la table de ta cuisine. Voilà, je bosse sur la table de ma cuisine, et encore maintenant, ma fille révise le bac, donc j'ai même plus ma table de cuisine, donc j'ai régressé un petit peu. Je bosse sur mon canapé, sur un tabouret, c'est encore pire. C'est-à-dire que tous les matins, tu arrives avec tes stylos et tu t'installes comme un étudiant ferait dans un coin de la maison, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai une espèce de petit tabouret. Je m'assois sur le canapé, j'ai mon ordi, mes feuilles sur un petit tabouret devant moi, donc si on me voyait, ça fait vraiment l'auteur qui débute, qui a pas de blé, qui vraiment les tout débuts, quoi. Alors dans cette expo, on découvre notamment, c'est la première partie, tes influences. Et ce qui est amusant de noter, c'est que tes influences, elles sont assez classiques finalement. C'est-à-dire qu'on y retrouve du Hergé, du Tintin, on y retrouve du Astérix, on y retrouve... C'est-à-dire que tu as une formation de bande dessinée, comme quasiment tous les Français, avec cette espèce de trinité, Tintin, Astérix, Lucky Luke. Ouais, moi je suis né en 73, donc comme tous les gens de ma génération, j'ai grandi avec ça. Ouais, c'est ça, Tintin, Astérix, Lucky Luke, un petit peu de Tunique Bleue, un petit peu d'Achille Talon, après un petit peu plus tard Gottlieb. Mais les premières lectures, c'était vraiment ça, c'était mes trois livres mes trois séries de chevet. Ouais. Et tu t'amusais à les recopier comme on fait quand on est gamin, les décalquer, les copier? Ouais, ah oui. Alors ces dessins, je sais pas ce qu'ils sont devenus, bon, ils se sont perdus heureusement d'ailleurs, mais je me revois très très bien chez moi redessiner des cases du combat des chefs d'Astérix. Je visualise ça vraiment comme si j'y étais. Je crois que tout dessinateur commence comme ça, à recopier des cases de livres qu'il aime bien lire. Justement, tu citais Gottlieb, c'est vraiment lui qui... je dirais, c'est le premier virage dans ta formation artistique, la découverte de Gottlieb. Oui, parce que pour la première fois, je me posais la question de l'auteur derrière. C'est-à-dire que jusqu'à Gottlieb, je lisais Astérix, Tintin, les héros, c'était Astérix, c'était Tintin. Là, d'un coup, je découvre... Alors déjà, graphiquement, c'est une claque. Narrativement, c'est une claque. Et il n'y a pas vraiment de personnage central. Moi, je ne connaissais pas Guéluron à l'époque. Et je me dis, mais tiens, qui fait ça? Et là, pour la première fois, je me posais la question de qui fait ça, l'auteur derrière. Donc, du coup, je crois que ça a été ma première idole de BD, et peut-être idole en général. Et ça le reste aujourd'hui? Ah, ça le reste aujourd'hui. Alors, entre-temps, j'ai accumulé un petit peu les idoles avec mon âge, parce que je suis passé par des périodes d'adoration. Mais Gottlieb, oui, ça reste un acte fondateur. Enfin, une idole fondatrice, oui. Il y a un autre moment important, c'est l'arrivée des indés, de l'association, de Lewis Trondheim. En quoi ça a changé, là aussi, ton regard vers la BD, vers le dessin? Alors, quand est arrivée l'association, d'un coup, moi je m'étais un petit peu éloigné de la BD, et même en tant qu'auteur, parce que je m'étais dit, bon, techniquement, moi j'arriverais pas à faire... j'aurais passé des pages d'Herman, je me disais, bon, mais laisse tomber, quoi, ou des pages avec des perspectives. Je me disais, bon, moi je serai jamais auteur de BD. Et là, d'un coup, je vois arriver des gens qui apparemment savaient pas trop dessiner, bon, alors que si, en vrai. Mais moi je découvrais les Trondheim, les Menus, les Dupuis-Berberian. Alors non seulement sur la forme, je me disais, on
on peut dessiner comme ça, lâcher, en se foutant un petit peu des perspectives et du réalisme. Mais en plus, sur le fond, ça me parlait. Il parlait d'eux, il parlait du métier d'auteur. Et je me disais, oh là là, on a le droit de faire ça, on a le droit de faire de l'autobio, de parler de soi. Donc ça a été une petite révolution, ça aussi. Et c'est intéressant, tu dis, j'avais un peu laissé tomber la BD, parce que ce qu'il faut raconter, c'est qu'à l'origine, tu rêves pas forcément de faire de la BD. Tu rêves de faire des livres, tu rêves d'écrire, mais pas nécessairement sous forme de bande dessinée. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé écrire et dessiner, mais ma passion de toujours, depuis gamin, c'est l'objet livre. Moi, je voulais faire des livres. Quel que soit le contenu, je voulais faire des livres. Donc, j'aimais dessiner, j'aimais écrire. Et donc, quand je suis arrivé à la BD, je sentais que techniquement, j'avais pas le niveau. Quand je voyais passer, alors je suis plutôt allé vers l'écriture. Et c'est les indés qui m'ont un petit peu décomplexé, et qui m'ont fait dire, après tout, je suis pas Herman, mais on peut raconter des choses avec son style limité. Et t'es plutôt allé vers l'écriture, tu participes à des concours de nouvelles, t'écris tes premiers romans. Quel souvenir tu gardes de cette période-là ? C'était une période heureuse, parce que Et de galère. Ah, de galère, oui. Alors financièrement, c'était galère, mais en même temps heureuse. Moi, je peux très bien vivre sans trop de moyens, donc ça m'allait bien. Mais voilà, j'ai essayé de gagner 2-3 rangs. J'avais acheté une espèce de catalogue des concours de nouvelles nationaux, comme ça. Et j'ai essayé de participer à des concours. Le déclic, ça a été... J'ai participé mon premier concours de nouvelles, c'était au Crous, à Montpellier. Et j'avais gagné le premier prix. Et j'avais gagné à l'époque, c'était 10 000 francs. Et pour moi, c'était la fortune, ça y est, j'étais milliardaire. Et je m'étais dit, ça peut être un créneau. Donc je m'amusais à faire des concours comme ça. Et à l'époque, c'était c'était format nouvelle, beaucoup de nouvelles. Et c'est à ce moment-là aussi que tu fais un peu des caricatures, que tu continues à faire un peu de dessin quand même ? Ouais, j'ai pas lâché le dessin. Ça aussi, c'était une espèce de gagne-pain. Alors ça, c'était avant. J'essayais de faire des caricatures de mes potes, et puis je les revendais. Et puis j'avais le fantasme d'aller faire des caricatures au bord de la plage, au Cap d'Agde. Donc c'était mon gros fantasme, le mec a vachement d'ambition. Donc, mais chaque fois j'allais au Cap d'Agde, et puis j'osais jamais sortir. En plus, je savais pas qu'il fallait réserver sa place, payer sa place. Donc je l'ai jamais fait, mais c'est resté un fantasme, ça, de faire des caricatures au Cap d'Agde. C'est presque le titre d'un livre. Caricature au Cap d'Agde. Le prochain album, ça y est, c'est réglé. Très vite aussi, tu vas te lancer dans la presse. Alors là aussi pour gagner 3 francs 6 sous, mais tu découvres que finalement des petits strips dans la presse locale, dans des petits magazines, ça permet aussi de vivre. Et finalement, c'est ce premier pas qui va faire qu'ensuite tu vas percer dans la bande dessinée. C'est la presse. Ouais, la presse a été un super tremplin, une super école. Parce que ça permettait quand on se lance sur un album, c'est du temps, c'est des démarches. Alors que là, la presse, on envoyait des strips. Et puis c'était pris ou pas, mais en tout cas, si ça marchait, c'était un truc. Ça a été une bonne école pour moi. C'était du format court. Moi, j'adorais travailler sur format court. Et il y avait cette espèce de contrainte, soit mensuelle, soit hebdo. J'ai beaucoup appris par la presse. Et ça a été, les premiers pas dans la publication. Les premières publications, ça a été. C'était Psychopathe, c'était Cho. Donc les premiers trucs publiés, c'était presse. Tu crois que ça a formé et formaté ton dessin, justement, ce côté strip, ce côté format court ? Un petit peu, je crois. Alors surtout le tout premier, les toutes premières publications, c'était un truc qui s'appelait le Caucasine. C'était un agenda culturel du Grand Sud. Et c'était un format A5 comme ça, un tout petit format. Et alors, donc la contrainte de la taille faisait qu'il fallait pas être très bavard. C'était des strips de 3 cases. Et si possible muet. Moi j'ai fait beaucoup de strips muets comme ça. Donc le format a suscité pas mal de... a provoqué pas mal à imposer une technique, on va dire. Et je crois que ça a été une bonne école. J'ai gardé pas mal de ça. Du côté, il faut être efficace. Il faut être efficace en 3 cases. Il ne faut pas trop parsemer de détails, parce que sur du A5, de toute façon, on ne voit rien. Donc ça a été une bonne école. Est-ce que c'est cette contrainte-là aussi qui a commencé à t'amener vers ce dessin, j'allais dire répétitif, sans que ce soit péjoratif, mais ces cases que tu répètes et que tu fais vivre finalement par le texte plus que par le dessin ? Oui. Cette histoire d'itération de la case, comme ça, de répétition de la case figée, je faisais déjà ça dans le Caucasine. J'ai retrouvé des vieux trucs avec des personnages qui bougent pas, parce que c'était pratique, parce qu'il fallait aller vite. D'ailleurs, ça m'aide toujours, ce truc-là. Donc déjà, fin des années 90, j'utilisais ce truc-là, qui est hyper efficace et qui en plus narrativement, on était centré sur le gag, sur les textes, et le côté figé comme ça, je trouve, mettait en valeur le gag. Comment tu fais la passerelle entre la presse et tes premiers albums publiés en tant que tels ? Il y a
Alors, il n'y a pas eu vraiment de passerelle, c'était deux trucs différents. Pendant que je faisais de la presse, à côté, j'ai attaqué, alors sous influence justement de toute cette école indé, les Trondheim, j'ai attaqué une espèce de petit récit autobiographique qui s'appelait à l'époque Le steak haché de Damoclès. Et en parallèle de mes travaux de presse, j'ai commencé, j'avais fait une dizaine de pages, je crois. Et j'ai commencé à démarcher, enfin je me suis pointé à Angoulême, au festival, mon tout premier festival d'Angoulême. Et j'ai fait un petit peu le tour des stands, comme ça, je me rappelle d'être passé au Requin-Marteau, d'être passé à la boîte à bulles, je me rappelle encore de tous les stands. Et puis je suis arrivé à la cafetière, et puis le Philippe Marcel de la cafetière a lu ça, et puis il s'est marré, et puis il m'a dit bah écoute, écoute, on reste en contact, moi ça me plaît bien. Donc ça a été le début de première publication album. Autobiographique. Autobiographique, oui. Parce que c'est ça, t'as commencé vraiment dans l'autobio avant de te rendre compte qu'il fallait quand même pas tout raconter dans une bande dessinée finalement. Oui, c'est ça. C'est ça a été l'influence des indés. Je me suis moi c'est plutôt vers ça que j'ai envie d'aller, raconter mes petites névroses, mais ça me servait de thérapie en même temps. Et oui, après très vite je m'apercevrais qu'il faut essayer un petit peu de censurer, faut pas tout raconter dans une BD autobio. Mais la première impulsion comme ça d'album, ça a été autobio, oui. Arrive, je vais un peu vite, mais arrive Carnet du Pérou, qui est ta première bizarrerie finalement, puisque tu te dis, je vais faire un carnet de voyage sans voyager. Ouais, c'est ça. J'avais envie de... toujours cette espèce de phobie, cette peur de tourner en rond et de faire toujours pareil. Là, je m'étais dit, j'ai envie de notre dessin, un dessin un petit peu carné, comme ça, carnet de voyage. Bon, sauf que moi, je voyage très peu, et quand je voyage, j'ai pas le réflexe de dessin, comme des amis qui sont toujours en train de croquer des trucs. Donc, voilà, j'ai eu cette idée un petit peu débile à la base de faire un faux carnet de voyage. Donc c'est un mélange de... Ouais, c'était peut-être mon tout premier album, un petit peu... Enfin non, peut-être pas le premier expérimental, mais où ça me mélange un petit peu l'idée de faux carnet et la mise en abîme, une espèce de récit méta, enfin de méta-récit comme ça, où le voyage est presque plus entre les pages de voyage. C'est-à-dire comment on fait pour... je me pose des questions sur le métier d'auteur. Comment on fait pour dessiner, pour faire des albums sans se répéter, sans faire toujours pareil. Et c'est le début du succès. Public et critique et du milieu et sélectionné à Angoulême. Ouais, Carnet du Pérou, ça a été le premier succès. Alors, jusqu'à Carnet du Pérou, pour moi, j'avais atteint le succès parce que je faisais des livres. Donc déjà, moi, j'avais réussi. C'était parfait pour moi, ça m'allait très bien. J'étais à 1500 exemplaires par livre, c'était énorme pour moi, donc c'était parfait. Et là, Carnet du Pérou, je sais pas pourquoi, ce truc-là est sélectionné à Angoulême. Et là, d'un coup, il part à 4500 exemplaires, un truc comme ça. Et pour moi, ça y est, c'était le fait de la gloire. Ça y est, je pourrais plus aller jamais plus loin. C'était mon succès à moi, Carnet du Pérou, à l'époque. Et donc là, tu te dis, il faut quand même que j'enchaîne. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Voilà, derrière Carnet du Pérou, je me dis, voilà, ça c'était mon tube. Et bon, alors derrière, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui n'a rien à voir, mais... Comme je savais que j'étais un petit peu dans la deuxième partie de ma vie, vers la décroissance, j'ai fait un truc sans pression comme ça, un petit peu expérimental. Je suis parti sur un dessin que je maîtrisais pas du tout. Je voulais faire un dessin réaliste, mais avec mon réalisme à moi, donc c'est assez limité, ça reste un réalisme assez succinct. Et je suis parti sur Zai Zai, donc une histoire de gars qui a pas sa carte de fidélité avec un dessin réaliste, pas terrible. Donc je me suis dit, là je vais perdre tout le monde, mais c'est pas grave, moi j'ai eu mon succès avant, c'est pas très grave. Tu te rappelles de la première réaction de ton éditeur quand tu lui as présenté Zai Zai ? Pas exactement, mais je sais qu'il a été surpris. Il a dit une sorte de... Alors c'était pas en direct, c'était par mail, mais une espèce de tiens, t'es parti là-dessus. Bon, d'accord, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, mon éditeur chez Sipi est toujours partant, de toute façon pour tout. Ça aussi, c'est du luxe. Mais une réaction de surprise. Premier tirage, 2000, 1500 Premier tirage, sûrement. Alors, il y avait le Carnet du Pérou derrière, peut-être. Non, mais je crois pareil. Premier tirage, 2500, un truc dans ces eaux-là, oui. Et aujourd'hui, plus de 300 000 exemplaires vendus. Et aujourd'hui, voilà. C'est fou quand même, parce que c'est assez rare, un succès comme ça, sur un titre qui reste un titre de bande dessinée indépendant, qui reste un titre particulier. Je veux dire, c'est pas de la ligne claire, on n'est pas sur une série jeunesse, on n'est pas sur... qui se vendent autant. Alors, je n'allais pas te demander comment tu l'expliques parce que personne n'a la réponse, sinon la recette se vendrait très cher. Mais en tout cas, comment tu le vis ? Alors je suis ravi. J'ai l'air parfois de râler un petit peu, à me dire oh là là, on me ramène toujours à cet album. Mais non, je suis ravi de cet album. Je l'aime beaucoup en plus. Mais alors, oui, mais voilà, je sais pas du tout expliquer pourquoi ce truc-là a marché. Si on m'avait dit quand je me suis lancé dans ce truc, une histoire de Poirot et de Renaud Sénic qui fait des roulades, si on m'avait dit que je le vendrais à 300 000, je crois que j'aurais éclaté de rire. Non, tout ça c'est une espèce de petit miracle pour moi. Je me l'explique toujours pas. Bon, je profite du truc, mais je sais pas trop ce qui m'arrive avec ce truc-là.
Quelque chose qui m'a frappé quand on a préparé la grande exposition qui vient d'ouvrir à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, c'est ton rapport à tes planches. On arrivait, tu nous as dit, prenez tout ce que vous voulez, mes planches, quelque part, je m'en fous. Alors faites attention à mes vinyles, faites attention à mes cassettes audio, mais mes planches, faites-en bien ce que vous voulez, ça m'est égal. C'est étonnant comme rapport au dessin, et beaucoup de dessinateurs qui disent que c'est un prolongement d'eux, qui prennent soin ou qui les mettent en vente à des prix prohibitifs. Toi, tu les gardes, elles sont rangées dans des classeurs chez toi, et voilà. Ouais, des classeurs au mieux. Des fois, j'ai des feuilles. C'est ça. Ou en feuilles volantes. La plupart du temps, c'est des feuilles un petit peu partout. Quand il a fallu regrouper tout ça pour l'expo, j'étais un petit peu perdu. Il a fallu que je fouille dans tous les sens. Même les albums étaient mélangés. Enfin, bah ouais, j'ai pas un rapport très très fétichiste à l'original. Parce que pour moi, encore une fois, ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est l'objet livre. Moi, depuis gamin, je rêvais d'avoir le livre, vraiment faire un livre. Et après, pour moi, des pages séparées, c'est déjà ce que je faisais quand j'étais petit, quoi. Ça n'a pas de valeur. Moi, ce qui a de la valeur pour moi, c'est d'avoir ce truc-là relié, l'objet livre. Donc les pages, c'est vrai que je suis pas hyper attaché. Même, il m'est arrivé juste après Zai Zai, des gens qui étaient intéressés par les originaux, qui m'ont dit tu les vends combien? Et à l'époque, je crois que j'avais vendu des originaux de Zai Zai, 70 €, un truc comme ça. Et quand je raconte ça, on me dit mais t'es malade, 70 € un original de Zai Zai, tu sais combien ça peut valoir maintenant? Alors j'en ai aucune idée, mais voilà, c'est pas un truc qui me fascine. Et t'as le même rapport à tes scripts de romans? Oui, pareil. Encore une fois, c'est désincarné, je trouve. Alors, je sais qu'il y a des gens qui attachent une importance. Moi, c'est des espèces de... Pareil, c'est des feuilles, je suis pas tellement attaché à ça. Moi, ça existe, c'est incarné à partir du moment où c'est sous forme de livre. Et justement, t'as jamais voulu les vendre en galerie, des choses comme ça, comme font aujourd'hui beaucoup de dessinateurs? Non, souvent, je suis sollicité pour... Alors, je sais pas ce que ça vaut, mes pages, ça doit pas être de l'ordre du Bilal ou de... Mais ça me ferait 3 sous, mais je sais pas, non, je préfère les garder. Là, pour le coup, c'est affectif. Un affectif un petit peu idiot. Je me dis, oh, je les garde pour mes filles plus tard. Alors que mes filles s'en foutent, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Je me dis, non, c'est dommage de les vendre. Peut-être ça intéressera mes filles plus tard. Est-ce que ce détachement, tu penses aussi qu'il est peut-être dû au fait que tu répètes à qui veut bien l'entendre, parce que moi je te crois pas, mais à qui veut bien l'entendre, que t'es pas dessinateur, et que c'est pas des beaux dessins, et que tu sais imprimer des émotions à tes personnages, mais pas dessiner? Ouais, il y a ça aussi. J'ai pas osé le dire, mais bon, puisque tu en parles. Ouais, il y a ça aussi. C'est que je sais que je répète ça souvent, mais moi, je fais pas des planches très très graphiques. Je comprends, encore une fois, un Bilal qui garderait, enfin, je sais pas trop s'il a des originaux, s'il est direct sur du papier ou. Mais je comprends des gens comme ça qui sont attachés à l'original et qui. Moi, c'est la plupart du temps, même tout le temps, c'est du noir et blanc. C'est pas hyper graphique. La narration peut-être a un intérêt, mais après d'un point de vue graphique, ça c'est pas quelque chose. On se dit pas waouh. Enfin devant mes pages, on se dit pas waouh. C'est pas un truc qui claque dans l'œil, quoi. Enfin moi je trouve pas. Ça dépend lesquelles. Tu prends celles de Formica qui sont en couleur directe, elles sont très belles. Celles de Moon River, c'est-à-dire qu'à la limite devant Zai Zai, je veux bien entendre, mais il y a quand même certaines de tes pages où il y a un effet waouh. Oui. Enfin oui, je veux bien admettre qu'il y en a qui sont plus chiadés que d'autres. Sur moins 20%, j'ai un petit peu bossé au pinceau. Il y a des choses un petit peu plus graphiques. Là c'est une période où je passais. J'étais sous influence un petit peu Baudouin, un petit peu bleu. Et hop, j'y allais, je me faisais du pinceau. Donc, ouais, graphiquement, il y en a des plus intéressantes que d'autres, mais malgré tout, j'ai pas un trait, j'allais dire, hyper typé, hyper caractéristique, au point qu'on prenne une claque en regardant une page, quoi. Enfin, je crois pas. Et c'est pour ça que tu aimes bien aussi travailler avec des dessinateurs, collaborer, je pense à Fabrice R et d'autres? Oui, moi j'adore ça, de voir que... Bah déjà ne pas être brimé, parce que moi je me débrouille pour scénariser des choses que je sais dessiner, ou même quand je fais un western, bah du coup je sais pas dessiner les chevaux, alors les cow-boys ils courent. Donc je m'arrange toujours pour... Et là d'un coup, quand je bosse avec des amis qui eux savent dessiner, enfin en tout cas, qui eux sont illimités dans leur capacité, bah je peux m'amuser à faire Fabrice, je lui fais dessiner des paysages de phare, des saloons, des cow-boys, et c'est un super kiff de travailler avec des dessinateurs. Encore une fois, moi je sais dessiner, mais il y a beaucoup de choses que je sais pas faire. Donc c'est un luxe de savoir de pouvoir travailler avec des gens qui savent tout faire. Il y a quelque chose de marquant aussi depuis le succès de Zai Zai, c'est que tu aurais pu faire de la BD au kilomètre, gagner beaucoup d'argent, tous les éditeurs voulaient te signer, tu as préféré rester chez tes éditeurs historiques qui sont entre guillemets des petits éditeurs, en tout cas au niveau du tirage et du nombre de livres parus. Et on a l'impression que tu cherches toujours à te remettre en question, ou en tout cas te mettre en danger. C'est-à-dire que derrière, tu fais un roman photo. Alors avant Guacamole Vaudou, qui est un roman photo, et Si l'amour s'était aimé, qui est un roman photo dessiné, c'est-à-dire que tu vas dans des formes
où tu continues de te mettre en danger. Alors, tu aurais pu faire Zai Zai 2, 3, 4, 5, 6, et puis couler des jours heureux à Ibiza. Et non, alors, là aussi, est-ce que c'est parce que tu as envie de ça? Est-ce que c'est parce que tu te sens toujours un peu illégitime et que tout ça t'est tombé dessus et que tu as envie de dire, je vous assure, je mérite pas ça? Comment tu... Ah, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de, ouais, deux choses. Alors le côté illégitime, moi je me sens toujours amateur, je me sens toujours dilettante. Et comme je me sens pas professionnel, je me sens pas installé, et du coup je teste encore, je m'amuse, j'aime bien l'idée d'être éternel amateur. Et puis c'est surtout le fait que de pas s'ennuyer, surtout. Je me dis, j'ai la chance de faire un truc dont je rêvais depuis que je suis tout gamin. Si c'est pour... moi je me rappelle, je disais toujours à mes parents, ils m'ont rappelé cette anecdote il y a pas très longtemps. Quand j'étais petit, ils me demandaient qu'est-ce que tu veux faire. Et j'étais tout petit pourtant, je disais je veux pas de patron. Et ils m'ont ressorti ça il y a pas longtemps, je me dis mais c'est fou, je suis resté fidèle à ce truc-là. C'est-à-dire, je veux pas un boulot installé avec un truc répétitif. Et arrivé là où j'en suis, si j'ai acquis cette liberté, et si je sabordais cette liberté en refaisant toujours les mêmes trucs et en m'ennuyant, voilà, moi, mon moteur, c'est l'excitation, et c'est essayer de ne pas m'ennuyer. Donc, quand je sors d'un truc auto-bio, bah, j'ai pas envie d'en refaire un autre, j'ai envie d'aller explorer notre style. Quand je sors de là, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est toujours ce truc-là d'être excité. Et pour t'exciter, il y a aussi la musique, puisque tous tes albums, on le voit dans l'expo, il y a une partie qui est consacrée, sont, j'allais dire, musicaux. En tout cas, on sent qu'il y a une grosse influence de la musique, de différents groupes, de différentes playlists. Ouais. Bah, moi, la musique, ça m'a toujours accompagné. Pareil, depuis que je suis petit, je gratouille un petit peu la guitare. Alors, quand je dis ça, que je joue de la guitare depuis que je suis petit, on doit croire que je suis virtuose. Alors que non, je suis très mauvais, mais j'ai jamais pris de cours. Mais c'est un truc que j'aime faire, jouer de la guitare. Et du coup, c'est deux parcours un petit peu parallèles, disjoints, mais que j'ai toujours essayé de rapprocher d'une manière ou d'une autre. Ça, je crois que c'est une frustration d'auteur aussi. C'est-à-dire que quand on écrit, que ce soit de la BD ou du roman, on a toute liberté. On peut faire, pour moi, c'est le médium le plus, par rapport au cinéma, vraiment, c'est le médium le plus libre. Le livre, on fait ce qu'on veut de A à Z. Mais la frustration, c'est qu'on n'a pas la BO. Et moi, souvent, je travaille avec une espèce de rythme intérieur, comme ça, ou de la musique que j'écoute. Et je me dis, j'ai cette frustration que ce ne soit pas intégré à mon travail. Donc je me débrouille toujours pour essayer de le caser d'une manière ou d'une autre. Alors c'est plus ou moins foiré, parce que de la musique sur papier, ça fonctionne jamais. Alors au mieux, ça suscite le petit air chez celui qui lit, mais donc c'est une association de la carpe et du lapin, c'est ça qu'on dit. Ça fonctionne jamais très bien, mais je tiens quand même chaque fois, quand je suis dans un mood musical, je me dis allez, je vais l'intégrer, on va voir si ça fonctionne. Mais ça va pas bien ensemble, le papier et la musique. Je commençais en racontant les planches de Gilles Rochier qu'on trouve dans l'exposition qui racontent d'où tu viens, et à la fin on trouve des planches d'Émilie Glisson, à qui on a demandé, elle, d'imaginer où tu vas et où tu serais dans 20 ans. Et elle t'imagine retiré au Pérou avec tes ânes, puisque tu vis avec des ânes. Toi, comment tu t'imagines dans 10, 20, 30 ans? Comment tu vois la suite, là? Alors, au Pérou, sûrement pas. Par contre, retiré avec mes ânes, ça, c'est une belle image. Ça, c'est déjà le cas. Oui, ça... Tu es déjà à la campagne avec tes ânes. Oui, mais et tes enfants et ta femme, quand même. Mais... Ouais, non, quand je me projette, tu dis 10, 20 ans, je me projette pas aussi loin. Je me dis, moi, j'ai presque 50 ans, j'ai un tas d'albums derrière. En BD, j'ai l'impression d'avoir fait le petit tour, le modeste tour de ce que je sais faire. Je me vois pas... Moi, j'admire un gars comme Gottlieb qui, à un moment, a dit... Et pourtant, au fait de sa gloire, qui a dit bon, là j'arrête, je prends ma retraite. Je trouve ça admirable. Donc moi, je vais pas dire ça du jour au lendemain, mais je sais que je vais pas faire des BD jusqu'à 80 ans. Là déjà, donc ouais, peut-être d'ici 10-15 ans, en tout cas oui, je me vois bien retiré dans ma campagne. Ouais. Peut-être plus à écrire des textes, des trucs comme ça. Ouais. Bon, on a évoqué qu'un dixième de tout ce que raconte cette grande exposition, donc j'invite les gens qui nous écoutent à s'y rendre. C'est à Angoulême, c'est au musée de la bande dessinée de la cité d'Angoulême. Et voilà, on découvre plus d'une centaine de dessins originaux, d'où tu viens et où tu vas peut-être. En tout cas, on essaie de répondre à cette question. Je te remercie d'avoir participé à cet exercice. Maintenant, c'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Alors, moi, je suis nul à ça parce que j'ai aucune répartie. Les bonnes idées, je les aurai cette nuit. Mais bon, on va essayer. On refera demain matin. La première BD que tu as lue? BD. Oh là là. Alors, j'allais dire Le Grand Fossé d'Astérix parce que c'est le. Mais non, j'ai dû lire des BD avant ça. Et je dirais, c'est peut-être des BD espagnoles, parce que quand j'étais tout petit, j'allais en Espagne, ma mère est originaire de Barcelone, et je lisais des trucs, c'était Sipi, Sape, Mortadelle et Filemon, des trucs comme ça. C'était des espèces de recueils d'humour, comme ça. Donc c'était Ibáñez, le dessinateur. Ça doit être les premières BD que j'ai lues. La meilleure BD de tous les temps, selon toi? Oh là là, ça c'est beaucoup trop dur.
La meilleure BD de tous les temps. Oh là là. Alors là, pareil, objectivement, on peut pas le dire, donc du coup, j'irai vers de l'affectif. Oui, j'irai peut-être. Je vais pas être original, j'irai vers un Astérix. Oh là là, et je sais pas lequel, mais je dirais, ouais, Goscinny, pour moi, ça a quand même été mon premier dieu. Donc j'irai vers de l'affectif, vers l'enfance. Je dirais, allez, au pif, le devin d'Astérix. La plus belle couverture de bande dessinée. La plus belle couverture. Oh là là, mais c'est hyper dur. Ça paraît, il me faudrait 3 jours pour y réfléchir. Bah, le premier truc qui me vient, je sais pas pourquoi. Alors que moi, j'adore les couvertures sobres. Je me bats toujours avec mes éditeurs pour que mes couves soient sobres. Je pense à Folie Gâteau de Crécy. Moi, j'ai découvert ça, j'étais à la fac. Quand j'ai découvert ce livre, ça a été une claque monumentale, ce livre-là. Donc, je dirais Folie Gâteau. Oui. La plus belle case de bande dessinée. Oh là 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 là. Il aurait fallu que je potasse tout ça. Alors je crois. Je vais faire mon flemmard. Je suis parti sur De Crécy. Je vais rester sur De Crécy. Ça doit être une case du Bibendum Céleste. Mais pareil, ça a été des premières claques graphiques, pour le coup, mais vraiment graphiques. Quand j'ai découvert De Crécy, que ce soit Folie Gâteau ou ceux qui suivaient, moi, ça reste un des grands dessinateurs actuels. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer? Alors ça me le fait beaucoup en musique, mais en BD, est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Il faudrait que j'aille voir dans mes vieilles BD. Oh, moi j'adore. J'adore, mais ça encore une fois, il y a toujours ce rapport à l'enfance. J'adore relire des petits formats poche de Placide et Museau, des trucs comme ça. Alors quand je relis ça, je me dis, mais au niveau de l'humour, c'est vraiment, c'est pas terrible, quoi. Toujours dernière case, hop, le type qui se retrouve les pieds en l'air. Mais de temps en temps, j'ai une petite bibliothèque avec des vieux livres très Madeleine de Proust. Ouais, ce genre-là, Placide et Museau, Pifou, ce genre de trucs. Ton meilleur souvenir de festival? Meilleur souvenir de... je commence à avoir un petit peu de... Je commence à en avoir fait beaucoup, mais j'ai bien envie de dire ce dont on parlait tout à l'heure. La première fois que je suis allé à Angoulême, que j'ai montré mes pages à Philippe Marcel, de la cafetière, et qui m'a dit, allez, on le fait. Et là, je me revois aller vers une espèce de buvette, là, Angoulême, prendre une bière, ou je sais plus. Et j'étais un sourire jusqu'aux oreilles tout seul. Les gens devaient me prendre pour un débile mental, mais je crois que ça reste le souvenir le plus fort. Ton pire souvenir de festival? Oh là, faut que je fasse gaffe, faut pas que je balance. C'est souvent des festivals, je vais en citer aucun en particulier, mais souvent des festivals à l'autre bout de la France où on se retrouve dans un coin un petit peu perdu, puis on n'a pas... Ça m'est beaucoup arrivé à mes débuts. Surtout le week-end, j'ai 2 lecteurs, et en plus on se retrouve... Ah si, j'ai une anecdote un petit peu... C'était à Marseille, c'était mes tout débuts, j'étais à côté de Boulay, et Boulay avait une queue de 3 km, moi j'avais personne, à tel point que la queue s'est déplacée comme ça, et les gens s'appuyaient sur mon livre, ils faisaient tomber mes livres, c'était horrible. Ton personnage de BD préféré? Oh là là, là j'en ai beaucoup. Je pourrais vous reciter toujours les mêmes, ceux qui... J'aime beaucoup Blutch et Chesterfield de Cauvin. Dans cette tradition franco-belge, il y a le héros qui n'a aucun intérêt, et il y a le faire-valoir qui a tout l'intérêt. Donc ça c'est valable pour tout, pour Astérix, pour Tintin, Et là, il a créé une espèce d'alchimie, je trouve, et ça se retrouve pas beaucoup, je trouve, dans la BD. Blutch, Chesterfield sont à égalité, et c'est leur rapport à eux qui est très fort. Il n'y a pas un personnage plus fort que l'autre, et il a créé une espèce de relation entre eux qui est très complexe, je trouve. Et j'adore le lien qu'ils ont tous les deux. Et je crois que ce serait cette paire-là, Blutch, Chesterfield. Et ton personnage de BD détesté? Ça, pareil, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, il y en a aucun qui me vient. Alors, détester... Non, comment on peut détester un personnage de BD? J'aurais envie de dire un méchant, le détritus ou le détritus dans la zizanie d'Astérix, mais même lui, Goscinny était tellement fort qu'on n'arrive même pas à les détester. Non, ça me vient pas. Puis moi, je suis trop gentil par nature, j'arrive pas à détester les personnages. Tu dessines dans le calme ou en musique? Alors, je dessine en musique. J'écris dans le calme et je dessine en musique. Couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Et pour finir, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu veux nous conseiller et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Oh là là, alors moi je suis pas à la pointe du truc, c'est pas moi qui vais vous faire découvrir un truc parce que je suis toujours à la ramasse, je découvre toujours les trucs 1000 ans après tout le monde. Alors du coup, encore une fois, je vais revenir vers des vieux trucs.
Une de mes claques graphiques aussi, bon ça je vais pas le faire découvrir, mais c'est Mort Drucker. C'est un gars qui dessinait dans Mad. Et la première fois que j'ai vu passer le dessin de ce gars-là, après il y a des gars qui seront des auteurs qui seront dans cette lignée. Il y a Maester, il y a Mulatier aussi, Mulatier qui a fait un petit peu de BD, qui était vraiment dans cette ligne Mort Drucker. Donc Mort Drucker, dans la série des gens pas très connus. Il est très connu, mais peut-être pas du grand public. Alors c'est très marqué Mad, c'est très marqué 70s, peut-être même 60s, non peut-être 70s. Mais moi, ouais, c'est un auteur que j'idolâtre. Oui. Merci Fab Caro. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et donc on retrouve l'exposition Fab Caro sur la colline à la Cité de la BD à Angoulême. C'est jusqu'en mars, donc on a le temps d'y aller. Merci beaucoup. Nous on passe à notre coup de cœur de la Cité. Coup de cœur de la Cité porté aujourd'hui par Lou Laurent, libraire à la librairie de la Cité. De quoi as-tu décidé de nous parler ? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une BD jeunesse adressée pour les enfants à partir de 6 ans qui s'appelle La Petite Invasion. C'est une bande dessinée écrite et dessinée par Marzena Soa et Dorothée de Montfred. On suit en fait l'histoire d'une petite araignée qui ne sait pas tisser ses toiles. Du coup, sa maman l'envoie en fait voir un monsieur scarabée pas très gentil qui s'occupe entre guillemets de petites bestioles un peu avec quelques difficultés en fait à apprendre leur métier d'insecte. Et ils décident de se débrouiller un peu par eux-mêmes et finalement de partir à l'aventure. Le dessin, on est sur un dessin vraiment type de Marzena Soa, ça fait pas peur, c'est vraiment un style pour les tout petits et c'est vraiment très sympa. Sur la différence du coup, donc c'est chouette. À partir de quel âge ? 6 ans. On redonne les références ? Alors, c'est La Petite Invasion aux éditions de La Pastèque par Marzena Soa et Dorothée de Montfred. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.